Pourquoi la mondialisation est-elle une chance pour certains, une calamité pour beaucoup d'autres? On en parle avec l'invité du Grand Angle, Thomas Guénolé, auteur de La mondialisation malheureuse. Bonjour Thomas Guénolé. Bonjour. Alors, vous êtes docteur en sciences politiques, chargé de cours à Sciences Po Paris, et puis vous êtes politiquement, on peut dire, vous êtes plus proche d'Arnaud Montebourg ou de François Hollande? Plus proche comparativement d'Arnaud Montebourg ou de Jean-Luc Mélenchon, d'ailleurs, Voilà. pour rester œcuménique. Alors, il faut publier La mondialisation malheureuse aux éditions First, sous-titré « Inégalité » au pluriel, le pillage, oligarchie. Il faut rappeler qu'en 1997, Alain Minck, qui est un intellectuel français, conseiller de grandes entreprises et de grands patrons français, avait publié La mondialisation heureuse. Alors, 19 ans plus tard, pour vous, au contraire, cette mondialisation est la cause de notre monde en ébullition, une ébullition économique et géopolitique. Elle aggrave, vous le dites, les inégalités. Elle organise, je vous cite, le pillage des ressources de la planète et elle profite à une oligarchie au pouvoir. On peut dire que la charge est assez rude. C'est le bourrage de crâne auquel on a assisté ces 20 dernières années. La meilleure preuve, c'est que le simple fait de faire ces constats, qui sont très faciles à prouver, peut sembler être une charge rude contre un système qui, après tout, n'est pas si mal. C'est vous dire à quel point on est déconnecté de la situation. Je veux dire, il y a plus de 700 millions d'êtres humains qui souffrent de malnutrition en permanence. Cette mondialisation, cette façon d'organiser la mondialisation, elle provoque ça. Le fameux « ça réduit la pauvreté », pardon, mais j'ai regardé les chiffres et j'ai vérifié, la pauvreté recule certes, mais ce n'est pas du fait de la mondialisation, c'est malgré elle. C'est ce que l'ONU, en tout cas, dit, et les organisations internationales disent que globalement, dans le monde, la pauvreté a reculé ces 30 dernières années. Oui, mais ce n'est pas parce qu'on laisse les plus riches se goinfrer. C'est malgré le fait qu'on laisse les plus riches se goinfrer, parce que j'ai fait des calculs de corrélation statistique. Je ne rentre pas dans le détail, c'est un peu technique, mais en gros, s'il était vrai que aggraver les inégalités est la cause de la réduction de la pauvreté, on verrait des résultats statistiques que je n'ai pas constatés, j'ai constaté le contraire. Il n'y a aucun lien de cause à effet entre l'accroissement des inégalités et le fait de faire reculer la pauvreté. J'ajoute que le fameux argument X millions de Chinois sont sortis de la pauvreté grâce à la mondialisation malheureuse. Pardon, mais ça veut dire que pendant ce temps-là, il y a 92% de la population chinoise qui sont restés dans la misère, voire même dans l'esclavage moderne. Foxconn, la boîte, la grande firme chinoise, qui produit à peu près 40% des biens électroniques mondiaux pour des sociétés comme Apple, comme Nokia, avec des smartphones qu'un certain nombre de gens qui nous regardent ont. Il faut qu'ils sachent que c'est produit pour l'essentiel des composants par des esclaves dans des camps de travail, je dis bien des camps de travail en Chine, camps de travail selon un rapport universitaire chinois. Donc c'est même pas moi qui le dis. Et avec des composants dont certains viennent du Kivu, expliquant en large part la guerre actuelle au Kivu et les guerres du Congo. On appelle parfois les minerais du sang. Absolument, c'est-à-dire qu'on a affaire à des guerres de prédation et non pas à je ne sais quelle guerre tribale par sauvagerie. Non, non, ce sont des guerres pour piller les ressources africaines. Thomas Guénolé, quelle serait votre définition en quelques mots de la mondialisation? Je sais que c'est pas simple, mais... Non, c'est simple. La mondialisation sous sa forme actuelle est un programme de pillage des ressources matérielles et humaines de l'humanité. Vous voyez, c'est très simple. Donc ça veut dire que d'un point de vue économique, les échanges augmentent, mais à qui profitent-ils? C'est la question qu'on peut se poser. Justement, c'est une vampirisation au profit d'une toute petite minorité qu'on peut qualifier, au sens d'Aristote, d'oligarques. L'oligarchie, c'est le régime oligarchique, c'est quand une toute petite minorité gouverne à son propre profit. C'est ça. Donc nous avons 0,1% de la population qui accapare les richesses. Pour vous donner une idée, vous avez 62 personnes sur Terre qui sont aussi riches que la moitié la plus pauvre de l'humanité tout entière additionnée. Oui, on a souvent donc parlé... on nage en plein délire. On a souvent parlé du fameux 1%, mais vous dites qu'en réalité, c'est même moins que ça. C'est 0,1%. Oui, si on se concentre sur eux, les travaux très célèbres maintenant de Thomas Piketty et de quelques autres l'indiquent très clairement. Nous sommes maintenant dans une situation... Qui est un économiste, philosophe français. Et qui est plutôt dans la même tendance idéologique que moi. Ça fait partie de ces travaux qui vont, comme David Graeber par exemple, qui vont dans le sens de démontrer que nous avons un problème de confiscation. Et c'est un système, j'insiste là-dessus, ce n'est pas un système qui a quand même quelques aspects positifs, donc ça va. Il produit de l'esclavage, il génère des famines, et surtout, il est appelé à provoquer sa propre destruction de par sa gloutonnerie. C'est-à-dire qu'il précarise des cols blancs, des cadres, des classes moyennes, qui du coup basculent dans des votes qui rejettent la mondialisation. Le Brexit, le fait qu'ils deviennent majoritaires, c'est la révolte des cols blancs, par exemple. Vous diriez que la mondialisation ne profite
que aux élites. Je dirais que non, ce n'est pas ce que je dirais. Il y a des gagnants et des perdants de la mondialisation, assez clairement. C'est à peu près 50-50 dans les pays riches. Vous voyez, le référendum sur la Constitution européenne de 2005 en France, ceux qui sont des gagnants de la mondialisation sous sa forme actuelle, ils ont voté oui, et ceux qui perdent, ils ont voté non. Donc c'est 50-50, certes, mais c'est en train de bouger. C'est-à-dire qu'on passe de société en losange, avec une grosse classe moyenne, une petite minorité qui s'enrichit, à une société en sablier en termes de concentration des richesses, avec des riches qui accaparent beaucoup, et une pauvreté qui s'entasse, et une disparition des classes moyennes. Pourtant, la plupart des économistes, des universitaires, sont majoritairement favorables à la mondialisation. Comment est-ce qu'on peut expliquer ce décalage ? C'est très simple. À une époque, vous aviez un certain nombre de courants religieux qui vous expliquaient que la Terre était plate. Voilà, c'est comme ça. C'est-à-dire qu'on en est à un tel niveau de mentalité inquisitoriale dans certains courants de la pensée économique, les néoclassiques, les monétaristes, etc., qui se sont organisés dans le paysage universitaire comme des sectes, que maintenant ils en sont à faire... Vous y allez fort. Vous accusez les économistes d'être pratiquement une partie sectaires, en tout cas. Oui, mais attendez, je vais vous le prouver, ça c'est en 2 mots. Vous en avez 2, très récemment. L'un des 2 est un économiste très connu qui s'appelle Pierre Cahuc. Ont sorti un bouquin qui accuse tous ceux qui ne pensent pas comme eux de négationnisme économique, c'est-à-dire qu'ils mettent ça intellectuellement sur le même plan que Dieudonné Mbala quand il nie l'existence de l'extermination des Juifs d'Europe. Le mot est très fort. Donc on nage en plein délire. Et j'ajoute qu'à l'heure où je vous parle, la situation des économistes qui n'ont pas les idées pro-mondialisation malheureuses, cette situation professionnelle est tellement grave qu'on assiste en réalité à des chasses aux sorcières, au sens où si vous ne pensez pas comme il faut en termes de doctrine économique, eh bien vous allez être dans une impasse en termes de carrière universitaire. On en est là. Du coup, il y a des collectifs d'économistes, par exemple les économistes atterrés, qui se sont organisés. À l'origine, pourquoi ils se sont organisés et se sont mobilisés ? Vous parlez plutôt des économistes atterrants, vous ? Oui, les économistes atterrants sont ceux qui ont cette pensée pro-mondialisation malheureuse en dépit de la catastrophe que ça produit. Mais les économistes atterrés, eux, se sont organisés finalement en minorité intellectuelle, persécutés dans le paysage universitaire, persécutés au sens relégué, et qui s'organisent pour quand même arriver à peser. Et ça existe aussi aux États-Unis, vous savez, les économistes atterrés existent aussi là-bas, figurez-vous. Alors on peut dire que l'ennemi, l'adversaire sans visage, vous allez comprendre à qui je fais allusion, c'est le monde de la finance, cette fameuse financiarisation de l'économie, comme dirait François Hollande en 2012. Vous savez, le concept de chien n'aboie pas, et la finance, ce n'est pas assez clair. Donc dans le bouquin, j'explique assez clairement, je crois, j'espère en tout cas, qui sont les gens derrière ce qu'on appelle la finance. Donc vous avez un certain nombre d'oligarques qui ne sont pas très nombreux. Vous avez l'héritière Nutella, vous avez les héritiers Walmart, etc. etc. Et ces gens, oui, bien sûr, les chiffres de fortune qui paraissent hallucinants quand on les lit. Et ce sont... Mais ça, c'est pas un peu une vision que quelques personnes comme ça tirent les ficelles du monde ? C'est limite complotiste, sans vouloir. Non. C'est non, pas parce que le complotisme, c'est quand vous avancez l'idée qu'il y aurait quelques personnes qui se réunissent dans une cave pour gouverner le monde et que vous n'apportez aucune preuve d'autre que vos délires. On n'en est pas là, quand même. Moi, j'apporte simplement une description d'un mécanisme qui est que c'est le système financier qui impose sa volonté dans les États, qui pille leurs richesses et qui détruit les États eux-mêmes à force de privatisation, de précarisation des fonctionnaires, etc. Mais c'est bien au service d'intérêts. Ces intérêts, ils sont parfaitement identifiables. Ce sont les oligarques. Ces oligarques, ils existent. Et donc, il n'y a pas de réunion dans une cave, il n'y a pas besoin. C'est juste qu'il y a une convergence d'intérêts de ceux qui cherchent, en fait, qui sont dans ce que les Grecs appelaient le péché d'hubris, c'est-à-dire que ce sont des oligarques déjà immensément riches qui cherchent à encore accroître leur richesse. Ça ne leur sert à rien, c'est évident. Donc, on est dans le péché de démesure. Alors, Thomas Guénolé, un mot quand même sur l'Afrique. On est sur TV5 Monde. Oui, absolument. L'Afrique dans la mondialisation. Il y a un chapitre entier sur l'Afrique. Oui, voilà. Donc vous la voyez comment ? Elle fait partie de ce que vous appelez les bannis de l'économie monde. Absolument, oui. Ça, c'est le continent africain, c'est-à-dire qu'ils sont à la marge de la mondialisation. Oui. Est-ce que finalement, c'est... Je suis très content que vous en veniez à ce sujet. C'est-à-dire que beaucoup de gens croient, de bonne foi, que, par exemple, les gens qui meurent de faim, de faim en Afrique, plus de 30 millions par an tous les ans, donc à peu près l'équivalent de la moitié de la population française qui meurt de faim tous les ans, plus les 700 millions en état de malnutrition, essentiellement en Afrique. Beaucoup de gens croient que c'est parce qu'on n'a pas assez de nourriture pour tout le monde. Il y a de quoi nourrir 10 milliards d'habitants sur Terre alors qu'on est 7 milliards. Donc c'est un problème de répartition des richesses et non pas un problème de manque de nourriture. Quant aux morts de maladies en Afrique, dans les principales causes, il y a la diarrhée. La diarrhée, ça se soigne. Mais c'est parce que l'état de délabrement des tissus urbains est tel, par misère, que des gens se retrouvent à mourir. Le paludisme, il y a une prévention possible qui est bête et méchante, qui consiste à faire des dépenses pour équiper les territoires concernés en moustiquaires.
ça n'est pas fait par manque de richesse. C'est un problème de pauvreté et non pas un problème de maladie. On n'aura pas le temps aussi de parler de ce que vous appelez les trous noirs de l'économie, c'est évidemment la fraude, l'évasion fiscale, les paradis fiscaux, ça continue malgré les progrès récents. Oui, et ce ne sont pas d'ailleurs des paradis, ce sont des trous noirs, effectivement. Ouais. C'est-à-dire que ce n'est pas de l'évasion fiscale, parce que la fiscalité n'est pas une prison, c'est un devoir civique. Donc ce sont des déserteurs fiscaux. Et il y a aussi les trous noirs portuaires, c'est-à-dire ces ports où on ne pose pas de questions, on ne met pas de taxes, on appelle ça des ports francs, je mets des guillemets, et ça sert à faire passer beaucoup de matériaux en contrebande, notamment les trafics de drogue, et aussi tous les matériaux qui vont faire du dumping. Et vous savez quel est le pays qui a le plus de ports francs en volume traité ? C'est l'Allemagne. Étonnant. Alors comment on s'en sort ? Est-ce qu'il y a des solutions ? Vous proposez à la fin du livre un altersystème. Oui. C'est quoi l'altersystème ? C'est les altermondialistes ? C'est un autre système économique, c'est possible ? Oui, c'est tout à fait possible. D'abord, il y a beaucoup de gens qui y réfléchissent. Et ce qui est très intéressant et important en termes d'état d'esprit, c'est qu'il ne faut surtout pas essayer d'imaginer un système théorique dans sa chambre et de le plaquer à toute force sur l'humanité, parce que ça a toujours donné des catastrophes. Ce qu'il faut, c'est avoir des initiatives de tous les niveaux possibles de l'espèce humaine, c'est-à-dire du niveau individuel au comportement de coopération internationale en passant par les États et les associations. Et à chaque fois, l'altersystème, il faut que ça bénéficie à la majorité des gens et non pas à la minorité. Il faut que ça ne dégrade pas l'écosystème et il faut que ce soit contraire aux intérêts des oligarques. Et ça, si vous prenez ces initiatives qui respectent ces trois critères, vous êtes dans l'altersystème. Et ça, ce système que vous venez de décrire... Oui, par accumulation d'essais-erreurs. Vous pensez que les politiques tels qu'ils existent aujourd'hui peuvent pas tous défendre ce système ? Pas tous, évidemment, mais qui ? Lesquels ? Par exemple, aux États-Unis, c'est Bernie Sanders. Et d'ailleurs, il n'est pas passé loin de réussir à remporter la primaire démocrate si seulement cette révolution politique est possible dans la génération qui vient ? S'il n'y avait pas eu bourrage d'urne au moment de la primaire démocrate à New York. Bernie Sanders pouvait raisonnablement espérer gagner cette primaire. Il y a d'autres exemples dans d'autres pays. L'Espagne, par exemple, vous y croyez ? L'Espagne, alors Podemos est à 20% et n'est donc pas assez haut pour renverser la table, mais à l'heure où je vous parle, le Parti socialiste espagnol est en pleine scission et vous en avez à peu près la moitié qui est en train de basculer du côté de Podemos. Je suis optimiste à moyen terme, mais inquiet sur le court terme, c'est-à-dire que le changement de système dans certains pays peut passer malheureusement par des intermédiaires sombres, c'est-à-dire un régime d'extrême droite ou des guerres. Merci Thomas Guénolé. Pour en savoir plus, je renvoie ce livre passionnant pour comprendre le monde tel qu'il est, ou tel que vous le voyez en tout cas, mais c'est très intéressant, Inégalité, pillage, oligarchie aux éditions First. Merci beaucoup. Merci.